Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la critique du film Dune, le dernier film de Denis Villeneuve. Aujourd'hui, dans cette première partie de vidéo, on va en parler sans spoiler, puis nous en parlerons plus tard dans le timecode qui est marqué en bas, vous le voyez, je coupe la vidéo normalement, j'arrive à la chapitrer, qui vous expliquera la partie spoiler, mais je préviendrai bien sûr quand on y arrivera. Alors, j'ai décidé de lire quand même une partie du synopsis parce qu'à résumer, je trouve que c'est un bordel, c'est un bazar. Mais si je devais résumer ça, c'est que c'est déjà un film de science-fiction et qui nous raconte l'histoire du duc Leto Atreides qui reçoit de l'empereur une nouvelle planète à gérer. Et sur cette planète, il y a une épice qui donne, on va dire, des facultés un petit peu particulières, voilà, et qui provoque des bienfaits, des visions, tout ce que vous voulez. Et donc, ils vont se rendre sur cette planète parce que cette planète subit des petits troubles, et en particulier une menace de révolution et de révolte, ou on pourrait dire ça comme ça. C'est un peu résumé facilement, mais c'est pas totalement ça, parce que c'est plus complexe que ça. Donc, l'empereur l'envoie là-dessus, mais en fait, on comprend très vite que c'est pas forcément un cadeau qui lui est offert d'avoir cette ce nouveau fief à gérer. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on va suivre notamment son fils, donc Paul, le fils donc, du dirigeant, pas de l'empereur, du dirigeant, hein, qui lui est un peu l'avenir, mais qui est en même temps un personnage avec des capacités. Il semble avoir des visions, c'est pas vraiment pourquoi, mais il semble avoir des visions. Ils ont une façon de combattre qui est un peu particulière puisqu'ils ont l'air d'être entourés par une sorte de protection un petit peu bizarre, mais on n'arrive pas vraiment à estimer un peu ce que c'est, mais en tout cas ils se protègent comme ça. Et donc ils vont se rendre là-bas et il a des visions dans lesquelles il voit la tribu qui habite sur cette planète qui s'appelle les Fremen, pardon, je confonds avec autre chose. Et il voit surtout une fille voilà, qui voit beaucoup. Et donc tout ça va faire un film. Voilà, résumé grossièrement. Disons-le, j'ai absolument adoré Dune, je tiens à le dire tout de suite, c'était une dinguerie. Voilà, c'était une dinguerie. Alors le film est très long par contre, donc je vais vous donner la durée, il dure 155 minutes, pardon, donc à peu près plus de 2h30 quasiment, enfin 2h30 quasiment, ce qui est énorme, énorme. Et alors, j'ai regardé ma montre, pas parce que je m'ennuyais, bien au contraire, c'est que quand j'ai vu que c'était écrit partie 1 au début, et ben j'arrivais pas à savoir comment ça allait se finir. Parce que au moment, on va dire, on était à peu près à 1h45 de film, on va dire peut-être 1h30, difficile à estimer vraiment. J'ai regardé ma montre parce que je me disais, mais où est-ce qu'on va aller? Est-ce que vraiment on va aller jusqu'à la scène que j'imaginais? Et en fait non, pas du tout. Et je savais pas trop comment ça allait se terminer. Et si je peux dire une critique sur ce film, c'est que peut-être que la fin n'est pas aussi réussie que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que j'ai bien aimé, et j'ai même adoré le film, j'ai adoré tout ce qui nous a amené jusqu'à là, mais j'ai trouvé que cette fin était un peu plate. C'est-à-dire que c'était pas, vous savez, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, où on te quitte pour la partie 1, et qu'on te quitte quand même sur un truc énorme, avec la communauté qui se sépare et tout ce qui s'en dit. Enfin vraiment, il se passe des choses terribles à la fin du premier. Et là, il se passe des choses aussi très importantes, mais elles se passent 1 heure, on pourrait dire, avant le final. Donc c'est pas vraiment le final. Et le final en lui-même est peut-être pas aussi impressionnant que ce que ça pourrait être. Mais je ne connais pas le roman, donc je ne peux pas savoir s'ils pouvaient le découper d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que ça a été une liberté, c'est-à-dire que le bouquin lui il fait qu'un seul tome, et que donc ils ont dû le couper un peu où ils pouvaient, quoi. Mais c'est vrai que cette coupure, je vais le dire comme ça, parce que voilà, c'est plus simple. J'ai pas eu le sentiment qu'elle était faite pour être coupée là. Voilà, c'est qu'on nous a laissé là, un petit peu du style de... J'ai pas fini, mais ça fait déjà 2h20 qu'on y est, alors il faut qu'on passe à autre chose, revenez plus tard, c'est bon. Mais voilà, c'était pas une mauvaise fin, c'est juste que c'est pas une fin coup de poing comme on aurait pu peut-être l'imaginer par rapport à tous les événements qui vont se produire dans le film. Ceci dit, j'ai adoré ce film parce que c'est une œuvre de science-fiction comme j'aime, c'est-à-dire qui va te faire voyager, qui va te faire découvrir un univers, des nouvelles cultures, des personnages intéressants. Il y a même pour moi des références à des tas d'œuvres culturelles absolument majeures de notre société. Je pense en particulier à Star Wars. Bien sûr, c'est vrai que ça se passe dans le désert, donc on a envie de parler de Star Wars. Mais
Paul, le personnage principal, c'est Anakin. D'une manière ou d'une autre. Comment on nous les présente? C'est Anakin. Anakin, il avait également des visions. J'espère que je spoil personne en disant ça, hein, qu'Anakin avait des visions. Bah là, c'est également le cas. On a un personnage qui a des visions. C'est très important de le comprendre. Et puis ça se passe dans le désert. Et puis il y a une relation particulière avec sa famille, avec son père, avec sa mère, etc. Il y a même pour moi des références énormes au Roi Lion. En particulier entre le père et le fils. Il y a quasiment une discussion qui est quasiment entre Simba et Mufasa, où il lui explique en gros qu'il va récupérer le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette même discussion un peu filiale où Simba disait à Mufasa, oui, moi j'ai pas forcément envie de devenir roi. Enfin, si, il a envie de devenir roi, mais j'ai envie d'aller à l'aventure, j'ai pas envie forcément d'être juste à attendre le trône ou ce que tu veux. Et sauf que l'autre lui répond, bah, il lui explique les rôles du pouvoir. Et il y a une phrase absolument sublime qui est prononcée par le roi, enfin par le dirigeant, et pas roi, mais par le dirigeant, le leader. Oh là là, elle m'a... vraiment, je l'ai trouvé exceptionnelle. Certainement qu'il faudrait l'écrire en lettres d'or quelque part parce que c'était tellement beau dans l'expression de qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez cette scène. Alors là, pour moi, déjà rien que là, je disais waouh. Si le script il est aussi bon en plus, que les acteurs sont bons, que c'est magnifique et tout ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez qu'on critique derrière? En plus, alors, c'est ce que je disais, le film est magnifique. Et j'ai fait une critique en plus qui est très drôle, c'est que j'ai fait une critique il y a quelques jours d'un dernier film Marvel, Shang-Chi, et je vous ai expliqué à quel point j'avais trouvé que le film n'était pas aussi beau que prévu. Il y avait des scènes belles, mais moins. Et je disais peut-être que c'est la 3D, peut-être que la 3D a rendu le film moins beau. Et ben là, étonnamment, la 3D n'a pas rendu le film plus beau, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu des effets de profondeur absolument incroyables. Je voulais absolument le voir en 3D pour au moins le voir en 3D une fois. Et si jamais je vous le dis, parce qu'on est parti no spoil, si vous pouvez le voir en 3D, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas le voir en 3D, c'est pas grave. Je trouve pas que la 3D ait apporté une plus-value, et pourtant les paysages étaient incroyables, mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un effort incroyable sur la 3D, en tout cas c'est mon avis. Et par contre, la 3D n'a absolument jamais rendu les paysages moins beaux que ce qu'ils étaient. Alors je sais pas si c'était le cas en 2D, mais alors en 3D, nous, c'était magnifique. C'était sublime. Les paysages désertiques étaient incroyables. Il y a un travail, les vaisseaux sont magnifiques, les personnages, l'ambiance, tout. Enfin, il y a de la photographie de ce film, c'est un bijou. C'est un bijou. T'as envie d'avoir des posters de Dune chez toi, quoi, en vrai. C'est tellement beau, ça m'a rappelé, la dernière œuvre qui m'avait fait ça, c'était Le Seigneur des Anneaux. Où t'avais des plans incroyables, où t'étais juste waouh quoi. Et ben c'est ça. Ou alors peut-être limite la Snyder Cut aussi. Ouais, la Snyder Cut ça m'avait fait ça récemment aussi, où t'es juste le mec qui te pose un personnage, te pose un héros et il te dit voilà c'est ça. Ça c'est Flash. Ça c'est Batman. Et ben dans Dune, t'as ce genre de truc. Le dirigeant, c'est ça. Un énorme paysage, et ben on va y rester, on va te le montrer, c'est magnifique. Il y a aussi tout un travail sur l'univers, c'est-à-dire que on se balade donc sur, il y a une première planète qui est pas hyper intéressante, c'est peut-être un peu dommage, mais on va nous créer donc une culture, on va nous faire un entraînement, on va nous parler de tout ça, on va installer beaucoup de choses, ce qui est peut-être le défaut du film pour certains, c'est que au début, je vais pas vous mentir, on nous a lancé beaucoup de choses, donc comme j'ai dit, les Altri, les Arrakis, les Fremen, l'Empereur, on sait pas vraiment la relation entre tous ces gens, l'épice, enfin on nous parle de beaucoup de choses, dans le premier quart d'heure, 20 minutes, on a déjà beaucoup de choses qui nous sont présentées. Il n'y a pas intérêt de décrocher quoi, faut suivre, hein. Tu peux pas te permettre d'aller aux toilettes pendant 5 minutes, tu reviens, t'as perdu la moitié du film, tu sais plus ce qui se passe. Là, il faut pas décrocher quoi. Surtout que le film est long, donc il se permet vraiment d'installer des choses, mais dès le début, il installe beaucoup de choses, peut-être un peu vite. Moi qui n'ai pas lu le roman, c'est vrai qu'il y a eu des choses au début, j'étais pas totalement sûr de vraiment des tenants et des aboutissants de tout ce qui se passait. Je pense que c'est un film de toute façon qu'il va falloir voir, qu'il va falloir revoir et encore revoir pour vraiment en appréhender tous les tenants et les aboutissants. Mais si je faisais une comparaison avec Star Wars comme je le faisais au début, c'est que peut-être Star Wars a, dans son tout premier film, le quatrième, hein, pas le premier, hein, le 4, avait peut-être un scénario plus facile à suivre, parce que bah, t'avais l'Empire et t'avais les gentils Jedi, Han Solo et toute la clique, qui sont là un peu pour essayer de faire tomber l'étoile noire, voilà. Et c'est un peu plus simple à comprendre, alors que là, c'est un peu mélangé, tu sais pas vraiment, enfin, voilà, on comprend bien qui est le méchant, parce qu'on va pas se mentir, il a une bonne gueule de méchant, notre empereur, hein. On va pas se mentir, il a une belle gueule de méchant celui-là. D'ailleurs, il joue dans Tchernobyl,
œuvre absolument incroyable, donc j'étais trop content de le revoir. Il avait joué aussi dans un Marvel, mais bon, dans un rôle quand même un peu plus oubliable. Alors que là, depuis Tchernobyl, que moi j'ai adoré, et son rôle d'ailleurs en particulier que j'ai adoré, où il joue le camarade Germina. Et de l'autre côté, là, il est incroyable en mode empereur comme ça, là, waouh, magnifique. Et d'ailleurs, il va se passer un truc, mais j'en parlerai en petit spoiler, un truc qui m'a littéralement cloué dans mon siège. Je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Et même plusieurs fois, j'ai été cloué dans mon siège, mais il y a eu aussi des défauts inhérents au script. Mais ça, on en parlera plus tard parce que c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est juste que ça peut en devenir un, mais j'en parlerai tout à l'heure en essayant que vous ne me spoilez pas dans les commentaires pour ceux qui ont lu le bouquin. Gardez ça pour vous. En tout cas, j'espère que vous ne me spoilerez pas parce que je veux pas savoir. Alors, autre point, les personnages. Les personnages, ils sont hyper intéressants. Le dirigeant, donc le personnage du duc, donc Leto Atreides, est vraiment incroyable. Paul, interprété par Timothée Chalamet, lui, il est exceptionnel. Vraiment, il y a une scène en particulier où il est en train de s'entraîner et il a la main prise dans un objet. Voilà, c'est une dinguerie cette scène. C'est une dinguerie, on va pas se mentir. Sa mère, elle est incroyable. D'ailleurs, bon, ce qui tout à fait bizarre et particulier, je comprends pas totalement. En fait, je vous le dis parce que c'est pas un spoiler, c'est juste que cette dame qui est la mère de Paul, mais n'est pas la femme du duc. Hein. Pourquoi est-ce que c'est important de nous préciser ça? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, donc n'hésitez pas, si vous avez la réponse à cette question, ou alors si ça spoil, bah dites pas. Mais pourquoi est-ce que c'était aussi important qu'elle ne soit pas sa femme? Est-ce que c'est peut-être pour des questions religieuses, je suppose? Peut-être, parce qu'on voit qu'elle est un petit peu représentante de la religion, je sais pas trop quoi. Donc je sais pas, c'était pas très clair de pourquoi tu n'es pas sa femme officielle, qu'il a pas l'air d'être marié en plus. Donc à moins que j'ai raté ça, mais non, il avait pas l'air d'être marié, donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment voilà, pourquoi? Il a pas le droit? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il a le droit, c'est le duc quand même, c'est le roi, bordel de merde, qu'est-ce que tu viens de me faire chier? Le chef de la maison Atreides, bordel de Dieu, tu peux pas se marier avec qui il veut, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin bref, il y a des personnages exceptionnels, par exemple, qui j'aurais pu citer, qui était vraiment extraordinaire, Dave Bautista qui est là dans le film, qui lui aussi est génial, oh, les rares fois où il est là, pour jouer un méchant, honnêtement, il est vraiment super. T'as Jason Momoa, rôle super, qui joue le personnage de Duncan. Alors là, lui, charisme, t'as envie de l'aimer ce personnage. Donc déjà tout de suite, il est charismatique parce que t'as envie de l'aimer. Il est génial, enfin c'est, ouais, franchement. Et puis surtout, en plus, il est badass. Mais en même temps, ils en ont pas fait un con, tu sais, genre le mec qui est bardé de armes et qui sait juste être badass. Non, le mec, il est cool en plus, il est souriant, il est machin, enfin... Ils en ont fait un personnage complet, quoi. Grosse révélation pour moi, ce personnage. Vraiment un super personnage. Dommage peut-être parce que Zendaya, on la voit extrêmement peu. Pour ceux qui l'attendaient beaucoup, on la voit quasi pas. Enfin, on la voit beaucoup, hein, dans les flashs, dans les visions, mais on la voit très peu. Et faudra attendre le deuxième. J'espère qu'on aura bien un deuxième, hein, parce que ce serait dommage, parce qu'elle a l'air d'avoir du potentiel, la petite. Hein, on verra ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, clairement, on nous tease beaucoup sur elle, mais on n'a pas eu tant d'infos que ça. Mais j'y reviendrai en partie spoiler. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Josh Brolin aussi, génial aussi, qui est trop cool. En fait, c'est un peu le second du dirigeant et qui est aussi un peu l'entraîneur de Paul. Ils sont géniaux tous les deux. Les scènes de combat, elles sont tellement stylées à ce moment où ils se mettent à se combattre tous les deux et l'autre lui répond, enfin, ce scène de combat était trop bien. En plus, c'est super parce que ça nous a permis de nous expliquer comment ils combattent, quelles sont leurs protections, quel est leur style. Alors après, bon, défaut un peu stupide, mais qui est un peu le même défaut qu'on pourrait dire dans Star Wars, hein, c'est que dans une civilisation qui est aussi avancée, comment on peut se retrouver à se battre avec des armes au point? C'est-à-dire avec juste des épées et tout ce que tu veux, ça fait un peu bizarre. Mais je peux imaginer que la réponse à cette question, c'est... vu qu'ils ont une sorte de bouclier, probablement qu'ils résisteraient au tir, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre voilà, dans une société où on est autant avancé, qu'ils ne soient pas armés avec des armes, avec des blasters et des trucs comme ça. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Mais ça fait des combats plus stylés, donc on y gagne, hein, on y gagne. C'est pas forcément une critique, hein, c'est plus, voilà, en termes de science-fiction, c'est toujours un peu étonnant. Mais je suppose que la réponse doit être là-dedans. Voilà, écoutez, après, il y avait tellement de choses. Toute la partie dans le désert, en fait, il y a tout un enjeu autour d'une moissonneuse-batteuse. Voilà,
pas vraiment une batteuse, enfin une moissonneuse on pourrait dire, qui récupère les épices, les fameuses épices, et la scène par exemple elle va être très longue, ils vont prendre beaucoup de temps pour faire ça, mais c'était magnifique, la menace, la musique, j'ai pas parlé de la musique, oh, la musique, mon dieu, il faut que j'écoute absolument cette playlist pour savoir, mais waouh, il y avait ça accompagnait ce film, mais j'ai envie de dire, c'est presque méchant de dire ça, parce que ça sublimait pour moi les scènes qu'on avait à l'écran. Incroyable. Alors peut-être par contre, un peu trop de ralenti parfois, je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais bon, ils étaient souvent très intéressants, donc on va pas non plus s'en priver. Et alors, pourquoi je vous parlais du travail de la musique, c'est qu'aussi, alors ça c'est toujours quelque chose moi qui me fascine au cinéma, c'est que il y a un gros travail de musique, et il y a aussi un gros travail du moment où il n'y a pas de musique. Par exemple, il y a une scène en entier, où ils vont faire un effet qui fait que d'un coup, ils vont se retrouver dans une zone où il n'y a pas de son. Et rien que ça, déjà, bah, en termes de son, c'était génial, quoi. Donc, des idées en termes de musique et de son qui sont vraiment géniales. Je ne sais pas s'il sera oscarisé pour ça, mais rien que pour le travail du son sur ce film, je pense qu'il mérite les Oscars sans problème, rien que pour ça. Mais je pense qu'il en aura pour plein d'autres, parce que rien que sur la photographie, je vois pas ce qu'il y aura de mieux cette année que ça, déjà, voilà, question. Il n'y aura pas mieux. Et probablement qu'il y aura peut-être d'autres choses, peut-être meilleur réal, peut-être meilleur machin, mais en tout cas pour moi, ça peut être mon favori pour les Oscars. Après on verra, parce qu'il y aura certainement des trucs un petit peu plus politiques, un petit peu plus machin, on sait que les Oscars aiment ça, hein. Mais alors là, ce truc, boum, ça a posé ses couilles sur la table et ça a dit, je suis quand même au sommet du monde en termes d'image, en termes de son, c'est un travail très très abouti. Après par contre, c'est sûr, le film est très long, et donc il va prendre son temps, il va vraiment prendre son temps. Ce qui fait que parfois, il y a des scènes qui sont peut-être plus longues que ce que ça mériterait. Voilà, mais après, moi, ça m'a pas dérangé parce qu'honnêtement, je me suis jamais ennuyé. J'ai toujours été... Mais c'est vrai que voilà, il y a des temps, des fois, où ça prend son temps. Enfin, ça prend son temps, c'est pas ça mal, c'est juste une constatation. Mais on pourrait dire ça également du Seigneur des Anneaux, parfois, qui prend son temps, surtout dans le premier d'ailleurs, en plus, qui parfois prenait son temps sur certaines scènes, encore plus avec la version longue. La version normale, la version du cinéma était moins le cas. Mais la version longue du cinéma prend son temps également pour nous installer des choses, pour nous montrer des plans, pour aller doucement et tout. C'est quand même vraiment bien fait. Et puis voilà. Donc le personnage de Paul, j'en ai pas assez parlé, mais bah voilà, t'as envie de l'aimer ce personnage, il est cool. Il est pas, en plus ce qui est bien, c'est qu'ils en ont pas fait un héros blagueur, drôle, machin, comme on aurait pu avoir dans certains films. Non, c'est un héros bah il est là, mais un peu sans vraiment le vouloir. Ça me fait beaucoup, c'est pour ça que je fais beaucoup la comparaison avec Seigneur des Anneaux, parce que bah voilà, Frodon, on vient un peu le chercher un peu, enfin il se lance à l'aventure volontairement, mais on va pas se mentir, ça lui tombe un peu sur le crâne sans qu'il l'ait vraiment voulu. Et là, t'as un peu le sentiment que c'est le cas, alors même si lui il pouvait s'y préparer parce que bah, il est fils d'un dirigeant, etc., etc. Mais c'est pas pareil quand même, voilà, je trouve que là ça lui tombe un peu dessus assez rapidement et c'est intéressant, on verra ce que ça donne sur la durée. Là c'est trop tôt, on verra la deuxième partie pour voir si vraiment ce personnage va prendre encore en dimension. Mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment fascinant. Et puis ce qui est bien c'est qu'il a une gueule de gentil, donc ça c'est intéressant, parce que bah voilà, ça lui donne un peu ce côté, il a l'air sympa mais un peu faible, sauf que quand tu le vois combattre, bah, il est plus du tout faible quand même, il est capable de bien se défendre, donc je trouve que le contraste aussi fonctionne très bien. Il est très bien entouré, je trouve que les personnages étaient intéressants, le personnage de sa mère est vraiment intéressant, le père, donc le personnage de l'autorité principale, l'autorité royale on pourrait dire, mais c'est pas vraiment un roi, mais en tout cas il est vraiment génial. Ça parle beaucoup de politique, donc il faut suivre, hein, faut suivre les enjeux, ouais, il y a des personnages qui se présentent, des fois on sait pas vraiment pourquoi, comment, voilà, je sais pas si c'est toujours très clair, mais en tout cas moi je trouve que ça l'était, on va dire globalement. Mais des fois je raccrochais les wagons en différé, c'est-à-dire qu'on nous expliquait quelque chose et je le comprenais 2-3 minutes plus tard ou 5 minutes plus tard parce que ça faisait lien avec un autre truc qu'on voyait plus tard, voilà. Ceci dit, par contre je vais parler d'un truc, c'est que les flashs qu'il a, les visions, voilà, du personnage principal, est-ce que ça hache le film? Alors moi c'est pas le problème que ça hache le film, c'est surtout que je trouve que ces visions gâchent parfois des opportunités de scénario et c'est peut-être un peu dommage. Mais on verra parce que c'est un peu tôt pour le dire, j'en parlerai en partie spoiler, de est-ce que c'est vraiment gênant ou pas. Sinon voilà, des très bonnes choses, bref, je vous le conseille. Si vous devez aller voir qu'un seul film dans cette rentrée, en plus je crois qu'il n'y a pas trop de films là au mois de septembre, octobre, donc allez-y, foncez, honnêtement je pense pas que vous serez déçus, en plus 2h20 ça vaut vachement le coup, je veux dire si on parle du coût à la place, ça vaut le coup, vous allez en avoir pour votre argent. C'est un film qu'il faut aller voir au cinéma, parce que je trouve que le travail du son est tellement important
que vous aurez jamais, à part si vous êtes vraiment super bien équipé chez vous, mais sinon vous n'aurez pas le même rendu chez vous. Voilà, il faut vraiment en profiter dans une salle de cinéma. Vous pouvez voir la 3D, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas nécessaire, je trouve, c'est personnel. Peut-être que je pense à tous ceux qui ont des lunettes ou qui ont voilà, des choses comme ça, juste la 3D, c'est pas évident. Bah, honnêtement, vous ratez rien. Voilà, vous ratez pas un truc où en disant, comme je sais pas, avec un film où là on pourrait dire la 3D sublime le film. Non, là, la 3D est très bonne, mais elle ne sublime pas ce qui est déjà excellent de base. Donc vous pouvez vous passer de la 3D si vous le souhaitez. C'est pas forcément grave. Si vous voulez voir en 3D, c'est toujours un plus, mais c'est pas aussi nécessaire que dans d'autres films que j'ai pu voir. Puis voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien. Et maintenant, on va passer à la partie spoiler de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, fuyez parce que je vais spoiler et je vais spoiler grave. Parce qu'il va se passer des trucs graves. Donc partez, fuyez, vous ne devez pas savoir ce que je vais dire après. Allez le voir, revenez après. Et vraiment, vous allez prendre une claque. En tout cas, je pense honnêtement, moi la première chose que je me suis dit en sortant, c'est putain, c'était une claque. Donc vraiment, foncez le voir. C'est un film qui mérite d'être vu dans les meilleures conditions. Donc ne ratez pas cette opportunité. Pour la partie spoiler, je vais rentrer plus dans les zones d'ombre que j'ai laissées. Alors, déjà on va parler d'un truc, c'est que la situation politique du truc. Alors, la situation politique, effectivement, elle est complexe. Il y a un empire, il a des sous-fifres, ça on le comprend très bien. Ce qui n'est pas clair, pour moi je trouve au début, c'est la relation qu'il a, lui, avec l'empereur. On a le sentiment que l'empereur veut faire tomber son sous-fifre, en gros, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et c'est ce qui va se produire, vous l'avez constaté. Mais je ne comprends pas pourquoi il a besoin d'en arriver là. Est-ce que vraiment c'était aussi dur de le faire tomber? Est-ce que vraiment c'était impossible pour l'empereur? C'est-à-dire qu'il avait vraiment besoin de faire un plan extrêmement élaboré pour le faire tomber. Je suis assez surpris de ce côté-là. Donc est-ce que c'est justifié par le fait que c'est peut-être la dynastie la plus puissante, mais ça voudrait dire qu'il est aussi puissant que l'empereur? Plus puissant que l'empereur? Ce qui ferait bizarre, parce qu'un empereur qui serait moins fort qu'un de ces des personnes qui lui rend hommage, normalement c'est pas normal. Donc bon, à voir, mais en tout cas j'ai trouvé ça un peu étonnant. Et donc cette planète elle s'appelle Dune, voilà, c'est le nom du film. Et donc il y a toute cette information sur le fait que l'économie, on pourrait dire universelle, ça repose sur les épices, donc qui viennent de cette comment ils cultivent, on pourrait dire, le désert, qui était en fait à l'époque, la denrée la plus recherchée, c'était l'eau. Et justement, ils expliquent ça, et je trouve que c'est très intéressant dans notre propos actuel, c'est que là, ils inversent le truc en disant, c'est pas l'eau qu'on recherche le plus, parce qu'on peut réussir à la recréer, on a, disons, des systèmes, des armures, des machins, des trucs, c'est plutôt les épices qui comptent le plus, et donc limite le désert en lui-même. Donc très intéressant. Je trouve que le film est aussi, bah voilà, hein, on nous parle de l'appropriation, on nous parle de personnes voilà, qui sont sur une terre, il y a des mecs qui arrivent, qui veulent prendre leurs ressources et les autres disent bah non mais nous on veut juste que nous foutiez la paix, etc. Voilà, ça c'est quand même des sujets importants en politique. On nous parle, je vous l'ai dit au début, de la continuité du pouvoir, donc avec le chef, donc le baron, c'est ça, son rôle c'est, je crois que c'est le duc, non? Oui, le duc, pardon, Leto, qui lui s'adresse à son fils, et je vous ai parlé de la scène avec Mufasa, mais c'est tellement ça en fait, Mufasa et Simba, parce qu'il y a ce moment quand même, cette phrase géniale, où il lui dit on ne peut pas devenir un leader, on ne peut pas devenir un chef, on est appelé à le devenir. Et ça, j'ai trouvé que c'était une phrase très intéressante parce que souvent, en fait, des plus grands chefs, alors il y a des chefs parfois qui ont magouillé pour devenir président ou autre, mais quand tu es appelé pour revenir au pouvoir ou pour venir au pouvoir, c'est encore plus fort en fait comme sentiment. Et ça a souvent été la stature des très très grands chefs d'État dans l'histoire du monde, hein, où quand on appelle quelqu'un un peu pour lui dire il faut que tu diriges parce que c'est comme ça, parce que c'est à toi de diriger. Autant vous dire que on vous place à une position, on va dire, très très importante et c'est quelque chose d'assez important. Et ben là, voilà, il y a vraiment cette discussion de oui, moi j'avais envie d'être pilote. Moi j'avais envie d'être pilote, j'avais envie de notre vie. Et mon père m'a dit voilà, on ne choisit pas d'être dirigeant, en fait on est appelé à être dirigeant et toi, tu seras appelé à être dirigeant et tu ne peux pas dire non en fait. C'est souvent dit en politique d'ailleurs, c'est le côté de on ne peut pas dire non en fait. On ne peut pas dire non quand on est appelé à diriger aux plus hautes fonctions, on ne peut pas dire non. Ben ça c'est un peu ça. Voilà. Même si lui il n'a pas envie de faire ça forcément, mais en tout cas il y a un moment il faut se saisir de l'opportunité parce qu'elle ne se reproduira pas tous les jours et puis bon il y a un moment, voilà, si on a besoin de toi, il faut que tu répondes présent. Donc je vous ai parlé de tout ce qui est pouvoir, alors donc il a des visions. Et je vous expliquais le truc des visions, ça a ses avantages et ses défauts. Alors,
on a vu dans les visions la mort du personnage de Jason Momoa, donc Duncan, on a vu la mort du père, et on a vu la mort du personnage principal. Alors, pour le personnage de Duncan, j'ai trouvé que c'était très bien. Parce que, quand il rentre dans la pièce, tu sais qu'il va mourir. Et donc, ça rajoute au drame de cette scène, parce que tu sais qu'il va mourir, puisqu'on l'a vu mourir. Par contre, le duel qu'il fait avec le Black à la fin, et bah ça spoil en fait. Ça spoil comme un goret, tu sais qu'il va gagner. Donc il n'y a pas de suspense. Tu ne peux pas imaginer que notre personnage principal va mourir. Alors vous allez me répondre, le personnage principal ne peut pas mourir, Maxime. Évidemment, mais ça spoil vachement. Ça spoil vachement. Et là, on ne sait pas encore qu'est-ce que va être sa relation avec cette jeune fille là qu'on a vue et tout. On ne sait pas trop encore. Pour l'instant, c'est un peu flou. Voilà, on attend d'en découvrir plus. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, elle va finir par le poignarder. Elle va finir par le poignarder. Peu importe ce qui va se passer. Si c'est une relation amoureuse entre les deux, nanana, peu importe. À la fin, elle va finir par le buter. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas lu le bouquin. La seule chose, c'est que ce qui m'a rassuré, c'est que le personnage dit au début, je fais des visions, mais c'est pas toujours vrai. Alors le pas toujours vrai me plaît, parce que ça veut dire que on n'était pas obligé que cette dernière vision se réalise. Parce que là, en fait, si toutes les visions se réalisent, ben, j'ai un petit peu peur que celle-là, par exemple, on la voit vachement venir. Parce que elle est impossible de la cacher, parce qu'ils arrivent dans un lieu où ils ont l'air de passer un peu dans un coin un peu étriqué, donc on va le voir venir vite, venir en fait. Si elle lui propose de l'emmener à cet endroit-là, et qu'on voit le lieu, et qu'on voit que c'est un peu, voilà, sinueux et tout ce que tu veux, on va dire c'est là qu'il va crever le gamin. Et c'est un peu dommage, parce que ça va nous gâcher l'intensité très dramatique. Alors que vous imaginez si ça avait été, je vais reprendre l'exemple de Star Wars, même si au final, honnêtement on l'avait tous vu venir à 200 à l'heure, mais quand même, où tu as la scène avec Ben Solo, Kylo Ren avec Han Solo, tous les deux ils se regardent comme ça et ils discutent et tout. Les deux, voilà, cette scène elle a une intensité dramatique parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont partir tous les deux? Est-ce que l'un va tuer l'autre? Est-ce que, tu sais, tu vois, il y a cette scène là. Là, on n'aura pas ça. Et ben là, pour le combat final, c'est pour ça que je vous expliquais en partie no spoil que la fin, je suis un peu dubitatif sur la fin parce que bah là, en fait, je me suis dit, ils vont vraiment s'arrêter sur ça. C'est-à-dire juste, ils partent dans le désert et puis c'est tout. Parce que la scène de fin, c'était ça le gros truc qu'il fallait qu'ils finissent le film, le combat. Et moi, il m'a pas engagé plus que ça. J'ai regardé ça, je trouvais ça sympathique. Mais le combat, en plus, c'est pas incroyablement épique. Je le trouvais cool, mais pas plus que ça. Ce qui fait que la fin, j'étais un peu déçu. Et je me suis dit, donc, je sais pas comment ils découpaient le roman, mais peut-être que ce qui se passe à la suite, il y a tellement de choses qui se passent qu'ils sont obligés de le caser après. Mais là, en fait, il aurait peut-être été plus logique que ça se termine avec l'énorme coup d'état, qu'ils arrivent à fuir et qu'ils arrivent à cet endroit-là. Et peut-être pourquoi pas, pour qu'il y ait un énorme cliffhanger. Et alors, par contre, il aurait pas fallu qu'on découvre que le Black allait survivre. Hein, mais que là, ils se présentent tous les deux. La mère et le fils, hein, ils se présentent, ils arrivent et là le mec les arrête et ça s'arrête là-dessus. Ça s'arrête là-dessus et on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, là en fait on nous a révélé un élément en plus et je trouve pas que ça avait son grand intérêt. Alors que là, s'il y avait eu un an, qu'on aurait pu oublier, ou enfin je dis ça oublier parce qu'on aura tous revu peut-être d'ici là, donc bon. Ou alors voilà, j'aurais peut-être pas mis en vision. Bon, on verra si ça gâche le film sur la durée, les visions. Mais je trouve que c'était intéressant. Par exemple, la scène avec Duncan, c'est intéressant. D'autres cas, c'est les moins. Grosse surprise, où j'étais collé au fond de mon siège, c'est, alors pas la mort du duc, hein, parce que je m'y attendais, puisque si on veut que le fils prenne le truc, bah voilà, forcément. Hein. Mais alors, ce que j'ai pas du tout, ce que j'imaginais pas, c'est qu'il tue l'empereur à ce moment-là. Et alors là, j'ai fait, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de nous faire un Star Wars, là. On se débarrasse très rapidement, voilà, avec notre ami Snoke, ça refait un peu penser à ça, où dès le début, on se débarrasse du truc, et je fais, oh putain, mais là, ils osent un truc, mais c'est qui le méchant de l'histoire, en fait? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. C'est Batista, en fait, le méchant de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends strictement que dalle. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter comme histoire? Moi, j'ai essayé de suivre, moi, j'avais compris. L'empereur, c'était le méchant, là, vous me dites, c'est plus lui, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. En plus, Dave Bautista, il a l'air d'avoir une position un peu ambiguë, il a pas l'air aussi extrême que son père, enfin, je sais pas si c'est son père, mais en tout cas que l'empereur, il discute avec lui et tout, mais en même temps, il essaie d'avoir un peu de recul, voilà. Mais, bah, vous l'avez vu, donc il se fait exploser une dent là, clac, comme ça, et la scène est ultra stylée, au ce moment où t'as juste... ça m'a trop fait penser voilà, à des scènes comme ça, où t'as le mec qui a juste une bombe entre les mains, et l'autre s'approche, et puis lui fait... et puis là, il explose, quoi. Là, non, c'était pas totalement comme... Enfin, c'était pas totalement ça, on pourrait dire. Mais la scène était magnifique. Sauf que l'empereur n'est pas mort, c'est-à-dire que l'empereur ressuscite. Alors si en plus il peut ressusciter, ça va poser des problèmes. Comment c'est possible ça? C'est-à-dire qu'il peut ressusciter à vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être vaincu,
Donc j'ai hâte de savoir ça. Et puis qu'est-ce qu'il est stylé, cette façon là comme ça qu'il a de se déplacer, là où il se met en énorme grande colonne noire là. Là, c'était trop stylé. Ça m'a fait penser un peu à des scènes un peu de presque de Lost, un peu dans l'idée. Enfin j'ai trouvé ça tellement stylé, voilà, c'était trop beau. Oscar Isaac, donc qui interprète le duc, je l'ai trouvé, donc comme je le dis, hyper bien. Ça, la mère, je l'ai trouvé cool. La scène dont je parlais au tout début, où je ne vais pas spoiler, où il met sa main comme ça là, on est tous d'accord. Quelle scène incroyable et magnifique! Quelle scène! C'est peut-être la scène du film où il est comme ça là, et t'as sa mère qui est derrière la porte et qui voilà, est stressée pour lui et tout. Et elle dégage énormément de choses par le regard. Et là, il tient sa main et là, il souffre, mais il bouge pas. Et il y a cette petite piqûre où on lui dit qu'il va peut-être y rester. Et sauf que ça va. Cet objet-là va revenir plus tard, où il se cache derrière un truc en 3D et il arrive à l'attraper à main nue juste avant qu'il touche. Ah, c'était trop beau. Et après, ce même objet va toucher le duc à la fin, enfin au milieu du film, pardon, mais c'était trop, enfin c'était super bien fait. En plus, c'est bien d'avoir réutilisé cet élément 3 fois d'affilée, parce que justement, ça a créé vraiment une menace. On s'est dit, mais ce truc-là, il peut te tuer à peine il te touche, quoi. Donc ça, le fait qu'il ne soit pas mort au tout début, ça a permis que la suite, on ait vraiment la peur pour lui. Et puis voilà, grosse photographie comme j'expliquais dans le désert, le gros passage avec la moissonneuse là, où ils doivent sauver des gens, sauf que là d'un coup le personnage de Paul se retrouve à genoux comme ça, et puis il a un peu pétri de vision et en même temps d'hallucination et tout ce que tu veux. Il le ramène, ils repartent, et là t'as sorte d'énormes vers hyper bizarres là qui avalent les trucs, c'est magnifique. Le plan est sublime, t'as qu'une seule envie, c'est que tu regardes ça et tu fais waouh. Et parce qu'en plus ils vont prendre leur temps pour vraiment le montrer, c'est-à-dire que elle se fait pas avaler d'un coup, tu vois, c'est pas le truc, c'est vraiment, je sais pas, un peu comme le Kraken dans Pirates des Caraïbes, tu vois, non, c'est vraiment, ça va doucement, quoi, ça va vraiment doucement, même si le Kraken aussi dans Pirates des Caraïbes, ils font ça pour la première attaque et ils font pas ça pour la deuxième. Bref, parenthèse. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce côté, donc ça ressemble un peu à Pirates des Caraïbes en fait. Et voilà, ce côté où ça va doucement, mais c'est inéluctable, tu ne peux rien y faire et c'est trop bien. Cette façon aussi de nous représenter le désert, les personnes qui vivent dans le désert mais qui se sont appropriées le désert, c'est très bien. Et puis, enfin voilà. Duncan aussi, j'en ai parlé. Alors Duncan, donc interprété par Jason Momoa, la scène où il meurt dans la pièce, là, elle est sublime cette scène. Comme ça, là où il ferme la porte, ça m'a trop fait penser à du Lost, encore une fois, où t'as une scène un peu similaire, où t'as une porte qui se ferme, et t'as un personnage limite qui regarde par le hublot, voilà, pour ceux qui connaissent Lost, sinon je spoilerai pas plus, parce que sinon ça serait vous gâcher un des trucs les plus dingues que j'ai vu à la télévision américaine. Et puis voilà, enfin c'était incroyable. C'était incroyable, la musique, le scénario, c'était peut-être trop riche, peut-être parce que voilà, il se passe beaucoup de choses. Mais bon, écoutez, dans les références à Star Wars aussi, il parle beaucoup de la peur, il faut pas avoir peur, etc. Enfin voilà, donc encore une fois, c'est épique, ça nous parle beaucoup de politique. J'ai adoré l'attentat en fait qui se produit au début, qui fait qu'on ouvre les portes et tout. C'était tellement bien aussi, pareil, où t'as cette incursion des gens comme ça là, ils font tomber les 3 gardes et puis ensuite ils rentrent dans la cité pour la prendre. C'est tellement des scènes magnifiques, en plus comme ça un peu de nuit, enfin c'était magnifique. Il y a toute la partie avec une sorte d'énorme brouillard aussi où ils vont rentrer avec le vaisseau. Alors moi on perdait pas du tout en visibilité et ça faisait vraiment quelque chose d'assez sympa. Enfin on perdait en visibilité parce qu'il y avait le brouillard. Mais cette scène là elle était dramatique avec les deux là, ils leur disent qu'ils vont les tuer. Et puis là il se met à utiliser cette fameuse voix là qui permet de contrôler les gens. Ça fait énormément penser à la Force, on va pas se mentir, hein, dans Star Wars. C'est pour ça qu'il y a énormément de références à Star Wars. Et Anakin par exemple avec ses visions, il voit des visions des personnes qui meurent autour de lui. Donc comme Anakin voyait avec Padmé et avec sa maman aussi également. Donc génial, enfin c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai très peu de points négatifs, je vous le dis, à part, voilà, vraiment juste pour pinailler, parce que je veux pinailler, c'est juste pour les côtés, voilà, des fois il y a des trucs où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vital qu'on nous les présentait avec autant de ralenti, ou est-ce que, voilà, il y en avait besoin de ça, et surtout, la fin m'a semblé pas aussi épique que ce que ça aurait pu être. J'ai pas le sentiment, en fait, que ça devait être coupé là. Je sais pas comment c'est, est-ce que vraiment le premier roman, ça vous pouvez me le dire dans les commentaires, est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce que c'est un roman en 2 parties par exemple, est-ce qu'il s'arrête là le roman? Parce que dans ce cas-là, bon, j'ai rien dit. Mais c'est vrai que ça m'a semblé, on choisit un moment pour faire une fin, voilà, pour faire très simple, mais tu sens que c'est pas forcément fait pour faire une fin. Je pourrais comparer avec une autre œuvre que je connais bien, c'est Le Hobbit. Le Hobbit, c'est un seul bouquin, mais qui va être coupé en 3 morceaux. Le premier morceau,
la façon dont ils se coupent, bah, ça fait quand même une fin un peu épique, parce qu'on voit déjà Azog, on voit déjà pas mal de choses, et la deuxième fin, bah, c'est la fin avec Smaug dans le deuxième. Et puis après, bah, c'est la fin de toute façon. Donc à chaque fois, ils ont réussi à bien mettre une fin qui est quand même intéressante. Là, j'ai eu le sentiment que c'était moins épique que ce qu'on avait eu juste avant en fait. Ça faisait pas, tu vois, le film il a pas eu une montée jusqu'à la fin. Non, il a eu montée, et puis après, on se retrouve dans une sorte bah voilà, d'exil. Là, bon, bah, on redescend un petit peu, mais ça reste quand même sympa, mais on descend un petit peu. Et le combat final, comme je vous l'ai dit, il m'a pas super emballé, donc j'ai pas terminé en haut, j'ai terminé à un niveau moyen, mais c'était déjà très bien. Hein. Mais voilà, ça n'a pas eu une continuité à se dire waouh. C'est pour ça que je suis resté d'ailleurs, je me suis dit est-ce qu'il y aura une scène post-générique, il n'y en avait pas. Mais en tout cas, voilà, c'était peut-être dommage. En tout cas, que l'empereur soit mort, c'était absolument incroyable. Que l'empereur ne soit pas mort, c'est encore plus incroyable. Donc voilà, écoutez, je suis passé par toutes les émotions. J'ai trouvé ça génial. C'était trop bien. C'était trop bien. J'espère qu'on aura une suite, ou des suites, je ne sais pas combien ils vont en faire, peu importe, mais vas-y, éclate-toi. C'est trop bien. Et voilà, c'était trop bien. Écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé ce film. Moi, en tout cas, ça a été un immense plaisir de faire cette vidéo et de vous parler de ce petit bijou, de ce petit chef-d'œuvre, on pourrait presque dire, tellement c'était bien. On se retrouve de toute façon, nous, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!